2 heures du matin, j'ai dit, je suis sur le point d'accoucher. Mon mari a ricané, appelle un taxi, j'ai besoin de dormir. J'ai une réunion demain. J'ai conduit jusqu'aux urgences dans une douleur atroce. Une semaine plus tard, il a frappé à la porte, laisse-moi voir le bébé. J'ai répondu, quel bébé? Quel bébé? Ai-je demandé, debout sur le pas de ma porte, mon nouveau-né endormi contre ma poitrine, tandis que mon mari me regardait comme si j'avais perdu la tête. Derrière lui se tenait sa mère, son patron, et la femme qu'il avait réellement rencontrée ce matin-là. Le bébé pour lequel tu m'as dit de prendre un taxi à 2 heures du matin, ce bébé-là. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Cette scène est venue plus tard. Une semaine plus tôt, à 2h03 du matin, je me tenais pieds nus dans le couloir sombre à l'extérieur de notre chambre à Plano, au Texas, avec un liquide chaud coulant le long de mes jambes et une crampe si vive qu'elle me plia en deux. Pendant une seconde, je suis resté là, une main appuyée contre le mur, essayant de respirer. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation et du tic-tac de l'horloge de la cuisine au fond du couloir. Nous vivions dans une maison en briques soignées, dans un quartier calme où personne ne s'attendait à de vrais problèmes après minuit. Le genre de quartier où les lumières de Porsche brillaient d'un jaune doux et où chaque pelouse semblait taillée et impeccable. De l'extérieur, Greg et moi avions probablement l'air tout aussi impeccables. À l'intérieur de ce couloir, je savais que non. J'ai posé ma main sur le chambranle de la porte de la chambre et j'ai dit, Greg. Pas de réponse. Une contraction plus forte est venue, basse et tordue, et j'ai dû serrer les lèvres jusqu'à ce qu'elle passe. Puis je suis allé de son côté du lit et je lui ai secoué l'épaule. Greg, ai-je murmuré, réveille-toi. Je suis en train d'accoucher. Il a fait un son grave dans sa gorge, à mi-chemin entre un gémissement et un soupir, et s'est roulé sur le dos sans vraiment ouvrir les yeux. Les chiffres bleus de son réveil affichaient 2h03. Je m'en souviens clairement parce que plus tard, dans mon esprit, cette heure est devenue une ligne. Avant 2h03, j'essayais encore d'être une épouse. Après 2h03, quelque chose en moi a commencé à changer. Il a plissé les yeux vers moi. Quoi? J'ai perdu les os. Il a cligné des yeux une fois, lentement et avec agacement, comme si je l'avais réveillé pour lui dire que le camion poubelle était en avance. Je suis sérieuse, ai-je dit. J'ai des contractions. Je dois y aller. Greg s'est redressé sur un coude, s'est frotté le visage, puis a regardé l'ourlet mouillé de ma chemise de nuit. Au lieu de la panique, de l'inquiétude, ou même d'une simple préoccupation, ce qui a traversé son visage était de l'irritation. Alors appelle un taxi, a-t-il marmonné. J'ai une réunion demain. Pendant un instant, j'ai pensé que je l'avais peut-être mal entendu. Un taxi? Il est retombé sur l'oreiller. Ou un Uber, peu importe. J'ai besoin de dormir, Linda. J'ai une réunion du conseil d'administration à 9h. Je suis resté là, à le regarder. Nous étions mariés depuis 11 ans. J'avais 41 ans, enceinte après des années à penser que cela n'arriverait peut-être jamais pour moi, et je me tenais devant mon mari alors que les douleurs de l'accouchement me traversaient le corps comme un étau se resserrant de l'intérieur, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était son sommeil. Greg, ai-je dit à nouveau, plus doucement cette fois, car le choc avait aplati ma voix. Je ne peux pas conduire comme ça. Il a tiré la couette plus haut. Alors ne le fais pas, appelle quelqu'un. Quelqu'un. Pas je t'emmène. Pas laisse-moi m'habiller. Pas est-ce que tu vas bien? Appelle juste quelqu'un. Puis il a tendu la main vers la table de chevet, a pris son téléphone, a tourné l'écran face vers le bas et a dit, s'il te plaît, fais moins de bruit. J'aimerais pouvoir vous dire que je lui ai hurlé dessus. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai jeté une lampe ou arraché la couverture du lit. Mais la vérité est que je suis resté là, la main sur mon ventre, respirant difficilement à travers une autre contraction, et j'ai senti quelque chose de froid se figer en moi. Pas une crise de colère. Pas même de la rage encore. Juste la connaissance. Le genre qui arrive d'un coup et réarrange tout. Je suis sorti de la chambre et j'ai tiré la porte jusqu'à ce qu'elle se referme presque derrière moi. Pas claqué, juste fermé suffisamment. Dans la cuisine, je me suis penché sur le comptoir et j'ai ouvert l'application de covoiturage avec des mains tremblantes. Mon pouce a glissé 2 fois sur l'écran. Le premier chauffeur a accepté, puis a annulé. Le deuxième était à 8 minutes, puis soudain à 12,
puis disparu. Le troisième a accepté et est resté immobile sur la carte comme s'il s'était peut-être endormi dans un parking. Une autre contraction a frappé plus fort cette fois. J'ai serré le bord du comptoir jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. D'accord, me suis-je murmuré. D'accord. D'accord. Le moteur du réfrigérateur s'est mis en marche. Quelque part dehors, un chien a aboyé une fois, puis s'est arrêté. Le monde entier semblait étrangement calme pour le genre de nuit qui sépare une vie en deux. J'ai essayé d'appeler Greg depuis la cuisine, pensant que le fait d'entendre le téléphone sonner le réveillerait peut-être et le rendrait décent. Cela est allé directement à la messagerie vocale. Il avait éteint son téléphone. Cela m'a fait quelque chose. Les gens parlent du chagrin d'amour comme de quelque chose de dramatique, bruyant, inoubliable. Mais le pire que j'ai jamais connu était silencieux. C'était de me tenir sous la faible lumière au-dessus de ma cuisinière, en pantoufles mouillées, réalisant que l'homme avec qui j'avais partagé un lit, un compte bancaire et un avenir avait fait un choix réel. Il avait choisi le confort plutôt que moi. Le sommeil plutôt que moi. Une réunion plutôt que la naissance de son enfant. Je me suis habillé entre les contractions, un legging de maternité noir ample, le vieux sweatshirt universitaire de Greg, des chaussures plates sans talons parce que je ne pouvais pas supporter de me pencher assez longtemps pour autre chose. J'ai attrapé mon sac à main, ma carte d'assurance, mon chargeur de téléphone et le sac d'hôpital à moitié préparé près du placard à manteau. Il n'y avait toujours pas tout dedans. J'avais plié de minuscules bodys la veille et je m'étais dit que nous avions encore le temps. Aucune femme n'oublie jamais le bruit de la porte d'entrée qui se ferme derrière elle lorsqu'elle part seule pour l'hôpital. L'air extérieur était chaud et lourd. Le nord du Texas à la fin du printemps. Pas encore chaud, mais assez proche pour que la nuit retienne la chaleur. Mon allée semblait argentée sous le lampadaire. Je suis resté une seconde à côté de mon SUV, une main sur le toit, attendant que la douleur s'apaise. Puis je suis monté et j'ai démarré le moteur. L'horloge du tableau de bord affichait 2h21 du matin. J'ai reculé lentement, respirant par la bouche, les deux mains serrées sur le volant. Les pneus ont fait ce doux crissement sur le bord de notre allée. Je me souviens de détails absurdes de ce trajet plus clairement que de certaines années entières de mon mariage. La lueur rouge du panneau de la station-service au coin de la rue. Le clic de mon clignotant. Le tronçon vide de l'US 75, trop large et trop lumineux sous les lampadaires aériens. Ma propre respiration haletante dans la voiture. Une main quittant le volant toutes les quelques minutes pour appuyer bas contre mon ventre. Chaque contraction venait comme une vague avec des dents. Je répétais leur à voix haute pour moi-même. 2h26. Respire. 2h29. Main stable. 2h33. Tu peux le faire. À un feu rouge, j'étais la seule voiture. Pas une âme en vue. Je me souviens avoir ri une fois, juste un petit rire laid, parce que Greg avait toujours plus tenu à ses réunions qu'à quoi que ce soit de salissant ou d'humain. Broyeur d'évier cassé. Mon problème. Chien malade. Mon problème. Dîner de Noël pour 14 personnes. Aussi mon problème. Apparemment, l'accouchement à 2h du matin tombait dans la même catégorie. Réunion du conseil d'administration, ai-je dit à voix haute à la voiture vide et j'ai failli rire à nouveau. Puis une autre contraction a frappé si fort qu'elle a brouillé ma vision, et j'ai dû inspirer longuement par le nez et expirer lentement avant que le feu ne change. Au moment où j'ai atteint l'entrée de l'hôpital, mes cheveux étaient humides à mes tempes et tout mon corps était tendu par l'effort. Je me suis garé dans la voie de dépôt d'urgence, j'ai attrapé le sac de travers et j'ai traîné mes pieds vers les portes coulissantes. Un jeune agent de sécurité m'a vu arriver et s'est précipité avec un fauteuil roulant. « Madame, êtes-vous seule ?» Cette question m'a presque anéanti. « Oui, dis-je. » Il a eu l'air surpris mais n'a rien dit, il m'a juste aidé à monter dans le fauteuil et m'a poussé à travers les portes automatiques lumineuses, tandis que l'air de l'hôpital me frappait le visage, froid, stérile. Portant ce mélange de nettoyant pour sol et de café que chaque hôpital américain semble avoir. Au triage, l'infirmière aux cheveux blonds argentés et aux lunettes de lecture m'a regardé et a dit « Chérie, où est ton mari ?» J'ai laissé échapper un souffle qui était presque un rire. « Endormi, dis-je. » Sa bouche s'est crispée. « Eh bien, c'est quelque chose. » C'était la première gentillesse qu'on me montrait cette nuit-là, et elle a failli me faire pleurer. Les contractions étaient proches maintenant.
L'infirmière m'a attaché un moniteur, m'a examiné, et tout son ton a changé. D'accord, a-t-elle dit fermement. Le bébé arrive plus tôt que nous ne le voudrions, mais nous avançons. Restez avec moi maintenant. Plus tôt que nous ne le voudrions. C'est ainsi que le médecin l'a dit aussi, un peu plus tard sous des lumières vives tandis que les machines bipaient autour de moi et que les gens se déplaçaient rapidement dans des chaussures propres. Pas de panique. Pas de désastre. Mais suffisamment d'inquiétude pour me faire réaliser que ce n'était pas un inconvénient dramatique que Greg pourrait ignorer et s'excuser plus tard avec des fleurs du supermarché. C'était réel. J'étais allongé là, serrant la barre du lit d'hôpital tandis qu'une autre contraction me déchirait, et pour la première fois cette nuit-là, la colère est arrivée. Pas bruyante. Pas sauvage. Claire. J'ai tourné mon visage vers le plafond, j'ai cligné des yeux forts contre la brûlure derrière mes yeux et je me suis murmuré, après ce soir, j'arrête d'attendre qu'il me choisisse. La première fois que j'ai entendu mon fils pleurer, c'était un son fin et aigu, comme un son qui ne faisait pas encore tout à fait confiance au monde. Le voici, a dit l'infirmière, sa voix douce mais ferme, avec cette manière exercée de quelqu'un qui a tout vu et sait encore quand un moment compte. Un peu tôt, mais il est fort. Ils me l'ont montré juste une seconde, ridé, rouge, les yeux fermés comme s'ils discutaient avec la lumière, puis ils l'ont déplacé vers le réchauffeur de l'autre côté de la pièce. Les machines bourdonnaient. Quelqu'un a appelé des chiffres. Une autre infirmière a ajusté quelque chose près de mon épaule. « Il va bien ?» ai-je demandé. « Il va bien », a dit le médecin. Nous l'aidons juste un peu. L'aider un peu. Cette phrase est restée avec moi aussi. Il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui avaient eu besoin d'aide. Mon mariage, par exemple. 11 ans à aplanir les tensions, à excuser la froideur, à me dire que Greg était juste fatigué, juste stressé, juste concentré sur le travail, toujours juste quelque chose. Maintenant, il y avait un bébé dans la pièce qui ne savait rien de tout cela encore. J'ai tourné la tête vers la porte sans réfléchir, m'attendant à moitié, par habitude plus que par espoir, à voir Greg entrer, en retard, essoufflé, s'excusant, disant qu'il n'avait pas compris, qu'il s'était précipité au moment où il avait réalisé. La porte est restée fermée. L'infirmière à côté de moi a suivi mon regard et a dit doucement, « Quelqu'un arrive. » « Non, ai-je dit après une seconde. « Non, je ne crois pas. » Elle n'a pas insisté, a juste fait un petit signe de tête comme si elle avait déjà entendu cette réponse. Ils me l'ont ramené une fois qu'ils l'avaient examiné. Il était bien emmailloté, son visage déjà plus calme, sa respiration plus régulière. Lorsqu'ils l'ont posé contre ma poitrine, quelque chose en mon corps, tendu toute la nuit, s'est finalement apaisé. « Salut » ai-je murmuré, car je ne savais pas quoi dire d'autre. « Salut, Noah. » Je n'avais pas dit ce nom à Greg. Nous avions parlé de quelques options, tournées autour d'elle comme les couples le font, mais nous ne nous étions jamais décidés. Pendant longtemps, j'ai pensé que nommer un enfant était quelque chose que l'on faisait ensemble. Maintenant, cela me semblait être quelque chose que j'étais autorisé à revendiquer. « Noah » ai-je dit à nouveau, plus doucement cette fois. Il a fait un petit son comme un soupir, et ses doigts, si minuscules qu'ils ne semblaient pas réels, se sont recroquevillés contre le tissu de mon sweatshirt. Je suis resté là un moment, juste à l'écouter respirer, en inspirant et en expirant. Le rythme était régulier, et je me suis retrouvé à le calquer sans y penser. À un moment donné, une infirmière m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un. J'y ai réfléchi. Ma sœur vit en Arizona. Nous nous parlons, mais pas tous les jours. Mes parents sont tous les deux décédés. La famille de Greg, eh bien, c'était une autre histoire. J'appellerai plus tard, ai-je dit. La vérité, c'est que je ne voulais rien expliquer encore. Ni l'accouchement, ni le fait que je m'étais rendu seul à l'hôpital, ni le silence du côté de Greg sur le lit. Je n'avais pas l'énergie de transformer l'histoire en quelque chose qui sonnait normal. Vers 6h15 du matin, lorsque le ciel à l'extérieur de l'étroite fenêtre de l'hôpital a commencé à pâlir, mon téléphone a vibré sur le plateau à côté de moi. Je l'ai ramassé lentement, veillant à ne pas réveiller Noah. C'était Greg. « Greg, tout va bien ?» C'était tout. Pas, « Es-tu arrivé ?» Pas, « Comment vas-tu ?» Pas, « Le bébé est-il là ?» Juste « Tout va bien ?» Je l'ai lu 2 fois,
puis une troisième fois comme si quelque chose allait changer si je regardais assez longtemps. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face vers le bas et j'ai regardé la poitrine de mon fils monter et descendre. Un peu plus tard, l'infirmière aux cheveux blonds argentés est revenue. Elle a vérifié mes constantes vitales, a ajusté la couverture autour de Noah, puis a jeté un coup d'œil à mon téléphone. « Quelqu'un a pris des nouvelles ?» a-t-elle demandé. « Mon mari a envoyé un message », ai-je dit. Et j'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Il a demandé si tout allait bien. Ses sourcils se sont légèrement levés. Eh bien, c'est une façon de le dire. Il y avait une note sèche dans sa voix qui m'a fait sourire un peu. Elle a fini d'écrire quelque chose sur le dossier, puis a appuyé une hanche contre le côté du lit, baissant la voix. « Puis-je vous dire quelque chose ?» a-t-elle dit. « Bien sûr. J'ai eu mon premier enfant à 32 ans, a-t-elle dit. Je pensais avoir le mari parfait. Bon travail, belle maison, savait dire les bonnes choses devant les autres. Je la regardais, ne sachant pas où cela allait nous mener. Je l'ai quittée à 48 ans, a-t-elle continué comme si elle me parlait de changer de salon de coiffure. La meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai laissé échapper un souffle discret. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un petit sourire entendu. Rien de majeur. C'était ça le problème. Juste un millier de petits moments où j'ai réalisé que je portais tout. Cela a atterri profondément en moi. J'avais l'habitude de penser, a-t-elle poursuivi, que si j'expliquais juste mieux les choses, ou si j'attendais le bon moment, ou si je restais assez patiente, il ferait la moitié du chemin. Elle s'est redressée et a ajusté la couverture à nouveau, mais ses yeux sont restés fixés sur les miens. Il ne l'a jamais fait, a-t-elle dit. Alors j'ai arrêté d'attendre. Arrêté d'attendre. Ces deux mots ont résonné dans ma tête longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. Vers le milieu de la matinée, après que Noah ait été examiné à nouveau et que j'ai été transféré dans une salle de récupération plus calme, j'ai finalement repris mon téléphone. Greg avait envoyé un autre message. Greg, fais-moi savoir quand tu es sorti. J'ai une journée chargée. Une journée chargée. J'ai regardé cette ligne pendant longtemps. Puis, presque sans y penser, j'ai ouvert notre application bancaire. Je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Peut-être était-ce l'instinct. Peut-être était-ce l'accumulation d'années où l'argent avait discrètement glissé sous le contrôle de Greg. Il gérait les investissements, l'épargne, la vue d'ensemble, comme il aimait l'appeler. Le compte s'est chargé et pendant une seconde tout a semblé normal. Puis j'ai remarqué les virements. Pas d'énormes retraits évidents, de plus petits, réguliers, discrets, passant de notre compte joint à un autre compte que je n'ai pas immédiatement reconnu. J'ai tapé sur les détails. Les virements remontaient à des mois. 6 mois, peut-être plus. Chacun était assez petit pour ne pas déclencher d'alarme. Ensemble, ils étaient suffisants pour compter. J'ai senti quelque chose se mettre en place à nouveau. Pas un choc cette fois, une confirmation. D'accord, ai-je dit à voix basse. Noah a légèrement bougé contre ma poitrine et j'ai posé ma main sur son dos. Ça va, ai-je murmuré, même si je n'étais pas sûr si je parlais de lui ou de moi. Je n'ai pas appelé Greg. Je ne lui ai pas envoyé de message. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pris une décision sans vérifier comment cela l'affecterait. J'ai appelé une avocate. Le numéro venait de l'infirmière. Sa sœur, avait-elle dit, pratiquait le droit de la famille dans le comté de Collin. Bonne pour les situations compliquées, avait-elle ajouté avec un regard qui me disait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. La réceptionniste a répondu au deuxième appel. Calme, professionnel. Cabinet d'avocat Karen Mitchell. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai légèrement ajusté Noah et j'ai pris une lente inspiration. Je m'appelle Linda Harper, ai-je dit. Je viens d'avoir un bébé ce matin et je pense que j'ai besoin de parler à quelqu'un de mes options. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil, puis son ton s'est adouci juste assez pour paraître humain. Bien sûr, Madame Harper. Nous allons vous fixer un rendez-vous. Au moment où j'ai raccroché, quelque chose en moi se sentait différent. Pas plus léger. Plus fort. Cet après-midi-là, l'infirmière est revenue avec une pile de papiers. Formulaire d'assurance,
planification de la sortie, information de contact d'urgence. Remplissons-les pendant que vous vous sentez en forme, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête et pris le stylo. Nom, date de naissance, adresse. Puis la ligne pour le contact d'urgence. J'ai hésité. Pendant des années, j'aurais écrit le nom de Greg sans réfléchir. C'était automatique, comme signer le mien. Maintenant ma main planait au-dessus du papier. À 2 heures du matin, il m'avait dit d'appeler un taxi. À 6h15 du matin, il avait demandé si tout allait bien. À 10h30 du matin, il m'avait rappelé qu'il avait une journée chargée. J'ai écrit mon propre nom. L'infirmière y a jeté un coup d'œil, puis à moi. Elle n'a rien dit, mais elle a fait un petit hochement de tête. Bien, a-t-elle dit doucement. Quand elle est partie, j'ai de nouveau regardé Noah. Son visage était plus doux maintenant, sa respiration régulière. Il ne savait rien des réunions du conseil d'administration, des virements bancaires, ou du bruit d'un homme qui éteint son téléphone au milieu de la nuit. Il ne connaissait que la chaleur et un battement de cœur. J'ai reposé ma tête contre l'oreiller et j'ai fermé les yeux un instant. S'il voulait être un père, ai-je murmuré, à peine assez fort pour que je puisse l'entendre, il a eu sa chance à 2 heures du matin. Dehors, le soleil du Texas était monté haut et brillait, comme n'importe quel autre jour ordinaire. À l'intérieur de cette pièce, tout avait déjà changé. Je ne suis pas rentré tout de suite. Cela m'a surprise plus que tout. Pendant des années, quoi qu'il arrive, la maison était l'endroit où j'allais me ressourcer, me regrouper, faire en sorte que les choses redeviennent normales. Mais allongé là, dans cette chambre d'hôpital tranquille à Plano, avec Noah blotti contre moi et le soleil se répandant sur le carrelage, j'ai réalisé que je n'étais pas pressé de revenir à la version de ma vie qui existait avant 2 heures du matin. Cette version était déjà terminée. Je ne l'avais juste pas encore dit à voix haute. Karen Mitchell, mon avocate, m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était calme, posée, le genre de voix qui ne gaspillait pas les mots et n'avait pas besoin de s'élever pour être entendue. Je comprends que vous avez eu une journée bien remplie, Madame Harper, a-t-elle dit. C'est une façon de le dire, ai-je répondu. Elle a laissé échapper un petit souffle qui ressemblait presque à un sourire. Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui se passe? Alors je l'ai fait. Pas tout, pas toutes les 11 années, mais assez. La nuit, le trajet, les messages, les virements bancaires. Elle n'a pas interrompu, n'a pas réagi avec surprise ou sympathie, elle a juste écouté. Quand j'ai eu fini, elle a dit « D'accord. Voici ce que je voudrais que vous fassiez en premier. Ne le confrontez pas encore. Documentez tout. Gardez votre communication minimale, et ne déplacez pas d'argent d'une manière qui pourrait être interprétée comme une dissimulation d'actifs. Nous ferons cela proprement. Proprement, ai-je répété. Oui, madame. Proprement et minutieusement. J'ai jeté un coup d'œil à Noah qui avait un poing replié près de sa joue comme s'il pensait à quelque chose d'important. Et le bébé, ai-je demandé. Vous le protégez, a-t-elle dit simplement. Cette partie n'est pas compliquée. Il y avait quelque chose de rassurant dans la façon dont elle l'a dit. Comme si, au milieu de tout ce qui changeait, il y avait encore des lignes qui restaient claires. Nous avons fixé un rendez-vous plus tard dans la semaine, en personne. Elle voulait examiner des documents, des chronologies, tout ce que je pouvais rassembler. Après avoir raccroché, je suis resté allongé un moment, laissant le calme s'installer autour de moi. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Greg. Greg, je vais à une réunion. Fais-moi savoir quand tu es rentré. J'ai regardé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Il ne savait toujours pas. Ni que Noah était né. Ni que j'avais passé la nuit à accoucher seul. Ni que quelque chose de fondamental avait changé. Une partie de moi se demandait ce qu'il pensait qu'il se passait. Supposait-il que j'attendais toujours un covoiturage quelque part, assise dans le hall des urgences, feuilletant un magazine? Ou peut-être n'y avait-il pas pensé du tout. Cela semblait plus probable. J'ai posé le téléphone sans répondre. Un peu après le déjeuner, j'ai ouvert les réseaux sociaux par habitude. Je ne postais rien, mais je faisais défiler parfois, comme les gens le font quand ils ne veulent pas rester trop longtemps avec leurs propres pensées. C'est là que je l'ai vu. Greg avait posté une photo. Rien de dramatique,
juste une photo de son ordinateur portable ouvert sur une table de conférence, une tasse de café à côté, une légende qui disait « Grosse journée en perspective ». Allons-y. Il y avait déjà une poignée de likes, un commentaire de quelqu'un du travail, un emoji pouce levé de son frère. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. C'était mon mari, l'homme qui m'avait dit d'appeler un taxi à 2 heures du matin. L'homme qui avait éteint son téléphone et s'était rendormi pendant que je me rendais seul à l'hôpital, en contraction. Maintenant, il était assis sous des lumières fluorescentes avec une tasse de café, se présentant comme stable, fiable, prêt. Un étrange calme s'est installé en moi. Ce n'était pas un choc. Ça, c'était passé. Ce n'était même pas de la colère, pas le genre qui brûle et donne envie de réagir tout de suite. C'était plus calme que ça. J'ai de nouveau entendu la voix de l'infirmière dans ma tête. J'ai arrêté d'attendre. Je ne suis plus en colère, ai-je dit à voix haute, testant les mots. Noah a légèrement bougé, ses petits doigts effleurant mon poignet. J'en ai juste fini, ai-je terminé. Cela semblait plus proche de la vérité. Ce soir-là, après qu'on m'ait apporté le dîner, poulet trop cuit, haricots verts, et un petit pain que je n'ai pas touché, j'ai repris mon téléphone et j'ai enfin ouvert les messages de Greg. Il y en avait 3 maintenant. Greg, tout va bien? Greg, fais-moi savoir quand tu es sorti. Greg, je passerai ce soir. Je veux voir le bébé. J'ai lu le dernier 2 fois. Je veux voir le bébé. Pas notre bébé, pas comment allez-vous tous les deux, juste le bébé. Il y a une semaine, ce message aurait pu m'adoucir, me faire penser, eh bien, au moins il essaie. Maintenant, ça atterrissait différemment. Maintenant tu veux jouer au père, ai-je dit doucement. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à écrire. Chronologie, 2h03 du matin, perte des os. Greg refuse de conduire. 2h15 à 2h20, annulation du beurre. 2h21, je quitte la maison. 3h, j'arrive aux urgences seul. 6h15, Greg envoie un message, tout va bien? J'ai continué. Chaque détail dont je pouvais me souvenir, chaque horodatage, chaque mot. Ce n'était pas émotionnel, c'était précis. Plus que tout, cela me disait à quel point j'avais changé. Plus tard cette nuit-là, lorsque l'hôpital s'était calmé et que les lumières du couloir s'étaient tamisées, je me suis assise dans mon lit avec Noah reposant sur mon épaule et j'ai écouté les petits bruits autour de moi. Un chariot qui roulait quelque part au fond du couloir, un moniteur qui bipait dans une autre pièce, le doux rythme de la respiration de mon fils. J'ai pensé aux 11 dernières années. Pas en long flash dramatique, juste de petites scènes. Greg me coupant la parole au dîner avec des amis. Greg annulant un voyage de week-end parce que quelque chose était arrivé au travail. Greg me disant, tu réagis de manière excessive, quand j'essayais d'expliquer ce que je ressentais. Rien de majeur. C'était ça le problème. Rien de majeur, ai-je murmuré. Noah a fait un petit bruit, ensommeillé. Je sais, ai-je dit, le déplaçant doucement. Je pensais que cela signifiait que tout allait bien. Vers minuit, l'épuisement m'a finalement rattrapé. Je me suis allongé avec précaution, un bras tendu de manière protectrice autour de Noah, et j'ai fermé les yeux. Mais le sommeil n'est pas venu tout de suite. Mon esprit ne cessait de revenir à une image, Greg allongé dans son lit, tirant la couverture, éteignant son téléphone. Ce moment, ce choix, cette ligne. À 2 heures du matin, il avait choisi le sommeil. À 2 heures du matin, j'avais choisi de me lever, de bouger, de conduire, de faire tout ce qui devait être fait. La différence entre ces deux choix semblait plus grande maintenant qu'elle ne l'avait été sur le moment. Cela ressemblait à une carte. Au matin, j'étais plus clair. Pas plus calme, cependant. Il y avait un peu de cela, mais plus clair. Quand l'infirmière est entrée pour prendre de mes nouvelles, elle a souri à Noah et a dit, « Comment allez-vous tous les deux cette nuit ?» « Nous allons bien, ai-je dit. »« Et votre mari ?» a-t-elle demandé, décontractée mais attentive. J'ai croisé son regard. Il ne fait pas partie de cela pour l'instant. Elle m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête. D'accord. Pas de jugement, juste une reconnaissance. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte. Vous savez, a-t-elle dit,
les gens vous montrent qui ils sont dans des moments comme celui-ci. Je sais, ai-je répondu. Après son départ, j'ai repris mon téléphone une dernière fois. Le dernier message de Greg était là, sur l'écran. Je passerai ce soir. Je veux voir le bébé. J'ai tapé une réponse, puis l'ai supprimée. J'ai retapé. J'ai aussi supprimé ça. Finalement, j'ai verrouillé le téléphone et l'ai mis de côté. Il viendrait. Bien sûr qu'il viendrait. Les hommes comme Greg le faisaient toujours, une fois la partie difficile terminée, une fois que l'histoire pouvait être racontée de manière à les faire paraître raisonnables à nouveau. J'ai ajusté la couverture autour de Noah et je me suis penché contre l'oreiller. Ça va, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à lui. Qu'il vienne. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas d'être choisi. Je me préparais à décider. Au moment où j'ai ramené Noah à la maison ressemblait exactement à la même. Même entrée soignée, mêmes photos encadrées au mur, vacances souriantes, dîner de fête, une vie qui avait toujours mieux photographiée qu'elle ne l'avait été. Le même canapé que Greg insistait pour garder, même si les coussins s'affaissaient au milieu. De l'extérieur, rien n'avait bougé. À l'intérieur, tout avait changé. J'ai fait changer les serrures ce matin-là. Ce n'était pas dramatique. Pas de police, pas de cris, juste un serrurier nommé Eddie d'une entreprise de Preston Road, qui est arrivé dans une camionnette blanche, a essuyé ses bottes sur mon paillasson et a demandé « Vous voulez tout refaire ?» Oui, ai-je dit. Avant, arrière, garage ? Tout. Il a hoché la tête comme si ce n'était pas inhabituel. Peut-être que ça ne l'était pas. Pendant qu'il travaillait, je me tenais dans la cuisine avec Noah dans les bras, écoutant les petits clics métalliques alors que chaque serrure se transformait en quelque chose de nouveau. C'était un son simple, mais il avait du poids. Clic. 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 À midi, la maison m'appartenait d'une manière qu'elle n'avait pas auparavant. Karen m'avait aidé à organiser les choses. Papiers déposés, comptes examinés. Rien de téméraire, rien de caché, juste de la clarté. Le genre de clarté qui faisait ressortir tout ce que Greg avait fait discrètement. Il avait loué un appartement à Frisco il y a 6 mois. Il avait ouvert un compte séparé, des virements qui s'ajoutaient à plus que ce que j'avais d'abord réalisé. Et il y avait Daniel. 34 ans, travaillait dans son service, aimait ses publications, commentait ses photos. Le genre de présence qui semble inoffensive si on n'y prête pas attention. Je n'y avais pas prêté attention. Cette partie était de ma faute. Vers 18h40, la sonnette a retenti. Noah dormait contre mon épaule, son souffle chaud à travers le tissu fin de ma chemise. Je suis resté immobile dans le salon une seconde, juste à me tenir tranquille, sentant le moment s'installer. Puis j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Greg se tenait là dans une chemise bleue repassée, les manches retroussées comme s'il venait de sortir d'une réunion. Derrière lui, sa mère, Carole, serrait son sac à main des 2 mains, sa bouche déjà tirée en une ligne de désapprobation. Et juste un pas derrière eux, légèrement sur le côté, se trouvait Daniel. Elle portait un pull doux beige et une expression polie, incertaine, comme si elle n'était pas tout à fait sûre du rôle qu'elle était censée jouer. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis Greg a souri. Pas un grand sourire, juste assez pour suggérer la normalité. « Te voilà » a-t-il dit. « Tu n'as pas répondu à mes messages. » Je reculai légèrement, mais n'ouvris pas la porte davantage. « J'ai été occupé » dis-je. Ses yeux se posèrent sur Noah. « C'est lui ?» Carole se pencha en avant, essayant de mieux voir. « Oh, Linda, laisse-moi voir mon petit-fils. » Son ton portait ce mélange familier de droit et d'affection, comme si les deux étaient la même chose. J'ai légèrement décalé Noah, le gardant près de moi. « Il dort » dis-je. Greg a fait un petit pas en avant, comme si cela réglait la question. « Nous ne le réveillerons pas. Je veux juste le voir. » Derrière lui, le regard de Daniel parcourait la maison, observant les détails. Les photos, les meubles, la vie autour de laquelle elle avait gravité sans jamais y entrer. « Greg, dis-je, ma voix calme, nous devons parler. » Il a légèrement froncé les sourcils. « Nous pouvons parler à l'intérieur. » J'ai secoué la tête. « Pas encore. »
C'est alors que la patience de Carole s'est épuisée. C'est ridicule, a-t-elle dit. Nous avons fait tout le chemin depuis Allen, et tu nous gardes sur le porche comme des étrangers. J'ai croisé son regard. D'une certaine manière, dis-je, vous l'êtes. Greg a exhalé fortement. Linda, allez. Ne faisons pas ça ici. Faire quoi, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est serrée. Faire une scène. C'était ça. Pas d'inquiétude, pas d'excuse. L'apparence. Je ne fais pas de scène, ai-je dit. Je pose une limite. Daniel a légèrement bougé, son poids passant d'un pied à l'autre. Pour la première fois, elle m'a regardé directement. Je ne savais pas que vous aviez déjà le bébé, a-t-elle dit doucement. Sa voix était prudente, mesurée. Oui, ai-je répondu. La semaine dernière. Greg l'a regardé, surpris. Tu ne m'as pas dit. Je ne t'ai pas dit beaucoup de choses, ai-je dit. Le silence s'est installé entre nous. Puis Greg s'est redressé, comme s'il se remettait en place. D'accord, a-t-il dit. Très bien. Nous parlerons. Mais d'abord, où est mon fils? Le moment est resté en suspens dans l'air. J'ai senti quelque chose de stable en moi, comme une ligne sur laquelle je pouvais me tenir sans vaciller. Je l'ai regardé. Puis j'ai dit très calmement, quel bébé? Pendant une seconde, il a juste cligné des yeux. Quoi? Le bébé, ai-je répété, celui pour lequel tu m'as dit d'appeler un taxi à 2 heures du matin. Personne n'a bougé. Même Carole est devenue silencieuse. Greg a laissé échapper un petit rire, comme s'il pensait que c'était une sorte de malentendu. Linda, j'étais à moitié endormi, a-t-il dit. Je n'avais pas réalisé. Tu as assez réalisé pour éteindre ton téléphone, ai-je dit. Son expression a changé. Pas de culpabilité, pas encore. De la défensive. Ce n'est pas juste, a-t-il répondu. J'avais une réunion importante. J'avais besoin de me reposer. J'étais en train d'accoucher, ai-je dit, sans élever la voix, juste en le déclarant. Les yeux de Daniel ont dévié vers lui. La prise de Carole sur son sac à main s'est resserrée. Je me suis rendu à l'hôpital, ai-je continué, seul. À 2h21 du matin, je suis arrivé aux urgences seul. À 6h15, tu m'as envoyé un message, tout va bien? Greg a rouvert la bouche, mais rien n'en est sorti cette fois. J'ai continué. J'ai tout écrit, dis-je. Les heures, les messages, les virements de notre compte, l'appartement à Frisco. Cela a fait mouche. Son visage a changé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Linda, a-t-il dit plus bas maintenant, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, ai-je répondu. Carole a regardé de lui à moi, la confusion se transformant en quelque chose de plus vif. Grégory, a-t-elle dit, de quoi parle-t-elle? Il n'a pas répondu. Daniel a légèrement reculé comme si le sol sous elle avait bougé. Je crois que je devrais partir, a-t-elle murmuré. Greg a instinctivement tendu le bras vers elle. Non, attends. Elle s'est dégagée. Tu m'as dit que c'était compliqué, a-t-elle dit, pas ça. Puis elle s'est retournée et a descendu la laissant regarder en arrière. La lumière du soir a éclairé ses cheveux alors qu'elle partait, et pendant une seconde tout a semblé très calme. Carole l'a regardé partir, puis s'est tournée vers Greg. Que as-tu fait? A-t-elle exigé. Greg a passé une main dans ses cheveux, son sang-froid s'effritant. On en fait tout un plat, a-t-il dit. Linda est bouleversée. Elle vient d'avoir un bébé. Je ne suis pas bouleversé, ai-je dit. Et c'était la vérité. Je suis lucide. Il m'a regardé, puis vraiment regardé, et quelque chose dans son expression a flanché. Où est-il? A-t-il demandé à nouveau, plus doucement maintenant. J'ai ajusté Noah dans mes bras, j'ai senti son petit poids, sa respiration régulière. Tu n'étais pas là quand il est né, ai-je dit. Tu n'as pas à te présenter maintenant et à prétendre que tu es un père. Greg a reculé d'un pas comme si les mots avaient une force physique. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a-t-il dit. C'est comme ça maintenant, ai-je répondu. Carole a secoué la tête, sa voix tremblante entre la colère et l'incrédulité. C'est ton mari, a-t-elle dit.
Tu ne peux pas juste, je peux, ai-je dit. Et j'ai fermé la porte. Le clic du verrou a résonné dans le couloir, définitif et net. À l'intérieur, la maison était de nouveau silencieuse. Noah a légèrement bougé, puis s'est calmé. Je suis resté là un instant, une main posée légèrement sur son dos, écoutant le silence. Pas vide. Paisible. Pour la première fois depuis longtemps, cela ressemblait à quelque chose que je n'avais pas à réparer. La première nuit dans la nouvelle maison, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Pendant une seconde, je ne savais pas où j'étais. La pièce était plus sombre que prévu, plus silencieuse aussi. Pas de bourdonnement du vieux réfrigérateur, pas de faible lumière de la rue qui filtrait à travers les stores comme à plano. Juste le silence et la respiration douce et régulière de Noah dans le berceau à côté de mon lit. J'ai tourné la tête et vérifié l'horloge numérique sur la table de chevet. 2 heures du matin. J'ai presque souri. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce que le chiffre ne ressemblait plus à une blessure. Il ressemblait à un marqueur. Un endroit que j'avais traversé et dont j'étais ressorti de l'autre côté. Noah a fait un petit bruit, un petit étirement de ses bras comme s'il testait l'air. J'ai tendu la main et j'ai posé doucement ma main sur sa poitrine. Ça va, ai-je murmuré. Je suis juste là. C'était devenu notre routine à McKinney, au Texas. Une maison plus petite, une rue plus calme, moins d'attente qui planait dans l'air. Le genre d'endroit où personne ne se souciait si votre herbe n'était pas parfaitement coupée chaque semaine, ou si la lumière de votre Porsche restait allumée toute la nuit parce que vous étiez trop fatigué pour l'éteindre. Nous y étions depuis 3 semaines. 3 semaines depuis que j'avais fermé la porte à Greg. 3 semaines depuis que l'avocate avait déposé les papiers. 3 semaines à apprendre ce que cela faisait de prendre des décisions sans vérifier l'humeur de quelqu'un d'autre d'abord. Ce n'était pas facile. Quiconque vous dit que recommencer est toujours propre et stimulant ne l'a pas fait à 41 ans avec un nouveau-né. Il y avait des nuits où Noah pleurait pour des raisons que je ne pouvais pas comprendre, et je me tenais dans la cuisine à 2h17 du matin, le berçant doucement tandis que l'horloge du micro-ondes me clignotait. Et je me demandais si je faisais bien tout ça. Il y avait des matins où je regardais la pile de documents que Karen m'avait donnés, relevés financiers, chronologie, formulaire, et je sentais le poids de tout cela appuyé sur ma poitrine. Il y avait aussi des moments calmes, le genre qui arrivait inopinément. Comme la façon dont la main de Noah se recourbait autour de mon doigt, ou le son de la maison quand nous n'étions que tous les deux à y respirer. Ces moments comptaient plus que je ne l'avais imaginé. Greg a appelé la première semaine. J'ai laissé sonner. Puis il a envoyé un message. Greg, nous devons parler. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. Greg, tu ne peux pas me séparer de mon fils. J'ai lu celui-là 2 fois. Puis j'ai répondu pour la première fois depuis l'hôpital. Moi, tu peux demander un droit de visite par les voies appropriées. Ce n'était pas émotionnel, ce n'était pas de la colère. C'était clair. Karen a dit que ça comptait. Documenter tout, m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. La cohérence est votre force ici. Alors je suis restée cohérente. Les messages de Greg sont arrivés par vagues au cours des jours suivants. Certains frustrés, certains presque suppliants, un ou deux qui essayaient de paraître raisonnables. Je n'ai pas répondu au-delà du nécessaire. Finalement, son avocate m'a contacté. C'est à ce moment-là que les choses sont passées du personnel au formel. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans une petite salle de conférence du comté de Collin, une longue table entre nous qui ressemblait à une frontière que ni l'un ni l'autre ne pouvait plus franchir. Greg semblait différent là-bas. Moins sûr. Sa cravate légèrement de travers, sa confiance habituelle polie était mince sur les bords. Il m'a regardé une fois quand je suis entré, puis a détourné le regard. Linda, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Greg. Karen a géré la majeure partie. Chronologie, documentation, divulgation financière. De temps en temps, l'avocate de Greg posait une question et je répondais simplement, directement. Sans fioriture. À un moment donné, Greg s'est légèrement penché en avant, sa voix basse. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il dit. J'ai croisé son regard. « Oui », ai-je répondu. Il a secoué la tête comme s'il ne pouvait pas tout à fait concilier la version de moi qu'il avait connue avec celle assise en face de lui maintenant.
C'est extrême, a-t-il dit, pour une seule nuit. J'ai alors ressenti quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse, pas pour lui exactement. Pour les années que j'avais passées à lui expliquer des choses d'une manière qu'il n'avait jamais entendue. Ce n'était pas une nuit, ai-je dit. C'était la nuit où tout est devenu clair. Karen a placé un document devant lui. Restons concentrés, a-t-elle dit calmement. Nous l'avons fait. Le processus a avancé. Lentement, minutieusement. Il y a eu des négociations, des ajustements, des moments où je me sentais assez fatigué pour envisager d'abandonner juste pour que cela s'arrête. Mais chaque fois que cette pensée faisait surface, je revenais à 2 heures du matin. Au couloir. Au son de sa voix me disant d'appeler un taxi. La clarté est une chose puissante quand on s'y accroche. Quelques semaines plus tard, Greg a demandé une visite supervisée. Karen a expliqué les options, les conditions. Vous n'êtes pas obligé, a-t-elle dit. Mais parfois, autoriser une rencontre contrôlée peut jouer en votre faveur à long terme. J'y ai réfléchi. Pas à Greg. À Noah. À ce que cela pourrait signifier un jour pour lui de poser des questions. D'accord, ai-je dit, une visite. Cela a eu lieu dans une petite pièce neutre. Un canapé, 2 chaises, une table avec une boîte de mouchoirs qui semblait être là depuis des années. Greg est entré et s'est arrêté quand il a vu Noah. Pendant un moment, il n'a rien dit. Puis, doucement, il est petit. Il est né en avance, ai-je répondu. Greg a hoché la tête comme s'il essayait de rattraper une histoire dont il avait manqué le début. Puis-je, a-t-il demandé, faisant un léger geste. Je lui ai tendu Noah avec précaution. Greg l'a tenu maladroitement au début, comme quelqu'un qui porte quelque chose de fragile auquel il n'est pas habitué. Noah a bougé, a fait un bruit doux, puis s'est de nouveau calmé. Greg l'a regardé, son expression changeant d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait lire. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Parce que la vérité était qu'il en avait assez su. Il savait que j'étais en train d'accoucher. Il savait que j'avais besoin de lui. Il avait fait un choix. Après quelques minutes, Noah a commencé à s'agiter, et j'ai tendu la main pour le reprendre. Greg a hésité, puis a lâché prise. C'est tout, a-t-il demandé. Pour aujourd'hui, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Alors qu'il se levait pour partir, il s'est arrêté à la porte. J'ai gâché, a-t-il dit. C'était le plus près qu'il ait jamais été de le dire clairement. J'ai serré Noah un peu plus fort. Oui, ai-je dit. Puis il est parti. Pas de dispute, pas de scène. Juste un homme qui sortait d'une pièce avec moins que ce qu'il n'avait en entrant. Ce soir-là, de retour à Msekini, j'étais assise dans le salon avec Noah endormi contre ma poitrine et la lumière tardive s'étirant sur le sol. La maison était silencieuse. Pas vide. Paisible. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Pas seulement la nuit à 2 heures du matin, mais tous les petits moments avant cela. Ce que j'avais excusé, ce que j'avais accepté. Le mariage ne se brise pas en une nuit, ai-je dit doucement. Il vous montre juste où étaient déjà les fissures. Noah a légèrement bougé, sa respiration régulière et assurée. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Pas de colère. Pas même de soulagement. Quelque chose de plus stable. Le respect. Pour moi-même, pour la vie que je construisais. À 2 heures du matin, ai-je murmuré, presque comme si je lui racontais une histoire qu'il entendrait un jour, il a choisi le sommeil. J'ai fait une pause, laissant le silence remplir l'espace entre ces mots. J'ai choisi moi-même. Dehors, quelque part dans la rue, une lumière de Porsche s'est allumée. Une voiture est passée lentement, les pneus bourdonnant sur la route. Des sons ordinaires. Une vie qui avance. Et à 41 ans, ai-je dit, posant doucement ma joue contre la tête de Noah, c'était le premier choix vraiment juste que j'avais fait depuis des années. Si vous vous êtes déjà retrouvé debout dans l'obscurité, attendant que quelqu'un se montre pour vous, il vaut peut-être la peine de se demander ce qui se passe s'il ne le fait pas. Il vaut peut-être la peine de se demander ce que vous choisiriez à la place. Parce que parfois, le moment qui ressemble à la fin de quelque chose est en réalité le début de tout ce qui compte. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous avez reporté,
Il pourrait être utile de conserver ce sentiment un peu plus longtemps. Partagez-le, réfléchissez-y, ou asseyez-vous simplement en silence avec lui. Certaines décisions n'ont pas besoin d'un public. Elles n'ont besoin que de vous.